Et en fait, on voit très bien que les autorités sont en réalité à la recherche d'un bouc émissaire et que la personne du Sucé Masra fait figure de bouc émissaire idéal pour endosser une part de responsabilité dans ce qu'il n'a pas. Donc la défense aujourd'hui que nous entreprenons, elle est double. C'est à la fois évidemment de répondre au fond sur ces arguments en dépit de leur caractère totalement artificiel. C'est de rappeler non seulement qu'aucun élément ne permet de le lier à ces massacres, c'est de rappeler aussi qu'il y a eu l'accord de Kinshasa qui aurait dû conduire à une amnistie et à ce qu'aucune poursuite ne soit diligentée à la suite du retour de Sucé Masra au Tchad. Et en toute cette cause, c'est de mettre en exergue ce que nous considérons comme étant un élément déterminant, à savoir les aspirations réelles de cette procédure, à savoir mettre hors d'état de nuire un opposant politique de premier ordre. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Focus ce soir sur le Tchad où l'opposant Sucé Masra est toujours en détention préventive depuis plus de 2 mois. Il porte sur lui plusieurs chefs d'accusation dont l'incitation à la haine, à la révolte, à la suite donc des affrontements meurtriers du 14 mai. Et pour en parler sur le plateau, nous recevons les 2 avocats français de Sucé Masra, Maître Saïd Larifou, bonsoir. Oui, bonsoir. Également Maître Vincent Bringard, bonsoir. Bonsoir. Et Besten Mumbamba, bonsoir. Vous êtes donc le responsable de l'Afrique centrale et du Nigeria d'Amnesty International. Bonsoir, Merci, madame. messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Je me tourne vers vous, vous en tant qu'avocat français. Dans quelles conditions, justement, se trouve à l'heure actuelle Sucé Masra? On le rappelle qu'il a fait quand même une grève de la faim. Il a suspendu donc après 7 jours, sans eau, sans traitement médical. Est-ce que vous avez des nouvelles de lui? Alors, on a des nouvelles de façon assez régulière, notamment par le biais de nos confrères au Tchad. On sait évidemment que c'est un homme qui a une détermination qui est incroyable. Détermination incroyable parce qu'on sait la personnalité et l'homme politique qu'il peut être. Détermination incroyable parce que c'est quelqu'un qui sait parfaitement qu'il n'a strictement rien à voir avec les faits qu'on lui reproche et qui par conséquent attend que son innocence soit parfaitement reconnue et établie. Maintenant, ça commence à devenir long parce que ça fait plus de 2 mois désormais qu'il se trouve en détention préventive et ce de façon parfaitement arbitraire. Donc même s'il conserve aujourd'hui confiance et qu'il conserve toute son énergie et sa force, en attendant, il y a un certain nombre de questions qui se posent par rapport au maintien de cette procédure. De votre côté, Maître Larifou, est-ce que vous connaissez donc les conditions, comment se trouve Sucé Masra? Oui, bon, après avoir entamé une grève de la faim, il apparaît évident que notre client, même si moralement il est très puissant, il tient le coup. Physiquement, il est très affaibli. Il est très affaibli. Ceux qui lui ont rendu visite tout récemment nous l'ont affirmé. Puisque politiquement, il est solide, psychologiquement déterminé et politiquement très très fort. C'est un homme très puissant. Mais physiquement, il est très affaibli puisqu'il ressort d'une grève de la faim. Et une grève de la faim laisse toujours des séquelles. Et tout, bon, il a aussi la chance, ça, il faut le souligner, d'être entouré par un parti politique suffisamment structuré, des militants extrêmement engagés et qui sont en harmonie avec les causes qui sont défendues par notre client. C'est là où il pige sa force, en fait, dans le combat qu'il mène, et puis l'adhésion qui est profonde de ses militants et puis de la population tchadienne également. Cette détention, elle pose quand même question en soi sur les conditions. De votre côté, Monsieur Mumbamba, avez-vous pu obtenir des informations assez indépendantes sur les conditions de détention et bien même sur la situation médicale de Sucé Masra depuis son arrestation? À la vérité, en fait, à l'heure où nous parlons, nous n'avons aucune information officielle puisque nos chercheurs sont sur le dossier, ils sont en train de s'enquérir effectivement de la situation de M. Masra et bien sûr de celle de bien d'autres prisonniers
tchadiens dont les conditions de détention sont lamentables. Il y a plusieurs rapports qui ont attesté effectivement des conditions de détention extrêmement inhumaines. On se souvient effectivement de la prison de Korotoro à 600 mètres de N'Djamena, où effectivement les conditions de détention, disons, des prisonniers frisent en fait, disons, l'inhumanité. Donc cela peut amener effectivement, sans, disons, se précipiter, à croire qu'il y a des risques effectivement quant aux violations des droits humains en ce qui concerne effectivement les conditions de détention des prisonniers tchadiens en général. Mais lorsqu'on entend justement ces conditions inhumaines, quelles ont été vraiment les motivations profondes derrière la grève de la faim de Sheikh Masra, lorsqu'on sait qu'en soi c'était déjà perdu d'avance, les conditions n'étaient pas forcément bonnes. Quelles ont été les motivations derrière cette grève? Parce que, vous savez, lorsqu'on entame une grève de la faim, on ne le fait pas par gaieté de cœur, ni par le plaisir de le faire. C'est un acte politique, la grève de la faim, un acte politique qu'on pose pour alerter. Alerter, pourquoi? Par rapport aux violations graves et caractérisées et manifestes de droits humains. Et puis, c'est aussi un message politique, aussi, de dire que, écoutez, je suis arbitrairement retenu, voire même séquestré, puisque c'est une séquestration, dès lors qu'une détention ne repose sur aucune base légale, ne repose sur aucun fait évident. Il faut dire les choses clairement, il s'agit d'une séquestration. Donc c'est un message qui a été lancé par notre client. Ce message a été entendu. Et depuis qu'il avait entamé sa grève de la faim, aussi bien nous, ses avocats, et puis l'opinion, non seulement tchadienne, mais l'opinion internationale, a pris position en faveur, justement, des libertés, et puis contre cette détention qui apparaît aux yeux de tout le monde comme étant injustifiée, donc arbitraire. On aimerait savoir en plus sur le plan judiciaire quelles ont été les réponses à vos demandes d'accès sûrement à votre client pendant sa garde à vue. Est-ce que vous avez pu exercer pleinement ses droits ? Alors, l'exercice de droit a été au début de la procédure assez compliqué. Maintenant, les choses se mettent progressivement en place parce qu'il y a une possibilité de pouvoir demander des mises en liberté, de pouvoir solliciter des actes de procédure. Maintenant, on voit que le verrou principal n'est pas un verrou qui est lié à la possibilité de demander tel ou tel acte. Le verrou auquel nous sommes confrontés, c'est un verrou de fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les autorités judiciaires tchadiennes refusent d'entendre raison dans ce dossier. Et entendre raison, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie prendre en considération les déclarations tout à fait constantes de la part du CS Masra sur son absence totale de responsabilité dans le drame qui est survenu à Mandakao. Et on tente dans ce dossier finalement de lui attribuer une part de responsabilité de façon parfaitement artificielle, en venant ressusciter un audio qui date maintenant d'il y a plus de 2 ans, et pour établir un lien de causalité parfaitement indu entre cet audio et ce qui est survenu en mai 2025. Effectivement, lorsque on évoquait cette question de la grève de la faim, elle doit être mise en corrélation avec le fait que les explications qui ont été apportées à la fois devant les services enquêteurs et devant le magistrat instructeur n'ont pas été suivies des faits. Parce que si ces déclarations avaient été suivies des faits, eh bien, ce serait un non-lieu qui devrait être prononcé et qui devrait mécaniquement imposer la mise en liberté du CS Masra. En réalité, nous sommes confrontés à une procédure qui est éminemment politique et c'est le sens des initiatives que nous sommes en train de prendre. Comment justement Amnesty International évolue cette aggravation en soi de ce type de pratique? Est-ce qu'on est, comme je le disais, dans une aggravation ou en soi on est plus dans une évolution, et quels sont justement les recours que vous faites pour contrer cela? Écoutez, en fait, nous avons effectivement publié récemment notre rapport annuel 2025 sur, disons, les violations des droits humains au Tchad pour l'année 2024. Et disons, la situation est en fait alarmante quand on regarde un peu effectivement les conflits intercommunautaires et en fait Maître Brendard en parlait effectivement en ce qui concerne, disons, les attaques
réciproques, tantôt entre, en fait, disons, populations sédentaires, agriculteurs et, disons, les populations nomades d'éleveurs. Donc, il y a dans ce contexte-là, effectivement, d'autres violations des droits humains, notamment en lien, effectivement, avec le rétrécissement de l'espace civique tchadien. Nous avons, par exemple, disons, le cas d'Idriss Yahya, ce journaliste, effectivement, qui a été assassiné dans son village en Djonjol, en même temps, bien sûr, que sa femme et son enfant. Donc, il y a bien d'autres cas emblématiques qui peuvent effectivement nous permettre de tirer la sonnette d'alarme quant à la situation des droits humains en général au Tchad, sans forcément, en tout cas en ce qui concerne Amnesty International, focaliser sur le cas de M. Succès Masra, dont on ne connaît pas à notre niveau, effectivement, voilà, le secret de l'instruction. Donc, voilà, donc je laisse effectivement au conseil de M. Masra de nous édifier quant à voilà, la situation réelle que vit leur client à la maison d'arrêt de Clé-sous-Main. À l'heure actuelle, que défendez-vous? Car depuis Paris, vous parlez donc d'une procédure injustifiée et d'une détention qui, selon vous, doit cesser. Mais sur quel élément justement juridique fondez-vous ce diagnostic? Car en face, la justice tchadienne, comme vous l'avez dit, a de preuves tangibles avec le message audio, même s'il date de 2023. Et on entend clairement que M. Masra est en train d'appeler la population à s'armer. Il y a dans cette procédure un habillage évident. Un habillage évident qui consiste à criminaliser une expression qu'a Succès Masra dans un contexte qui était très particulier parce que son discours portait sur la résistance face au terrorisme. Et en réalité, il y a une dénaturation de son intervention 2 ans après ce discours pour tenter d'établir une responsabilité dans les massacres qui sont survenus. Et en fait, on voit très bien que les autorités sont en réalité à la recherche d'un bouc émissaire et que la personne de Succès Masra fait figure de bouc émissaire idéal pour endosser une part de responsabilité dans ce qu'il n'a pas. Donc la défense aujourd'hui que nous entreprenons, elle est double. C'est à la fois évidemment de répondre au fond sur ces arguments en dépit de leur caractère totalement artificiel. C'est de rappeler non seulement qu'aucun élément ne permet de le lier à ces massacres, c'est de rappeler aussi qu'il y a eu l'accord de Kinshasa qui aurait dû conduire à une amnistie et à ce qu'aucune poursuite ne soit diligentée à la suite du retour de Succès Masra au Tchad. Et en toute cette cause, c'est de mettre en exergue ce que nous considérons comme étant un élément déterminant, à savoir les aspirations réelles de cette procédure, à savoir mettre hors d'état de nuire un opposant politique de premier ordre. Mais comment on peut justement voir, vous, dans votre regard, à ce sujet quand même? Parce que la justice tchadienne le montre comme une pièce, une érigie justement centrale du dossier. Et justement, on se questionne vraiment votre regard sur l'intérêt de cet élément clé-là. Est-ce que justement la façon dont la justice tchadienne tient à exploiter cette accusation par cette pièce centrale, ça ne vous choque pas? Ce n'est pas une pièce centrale, c'est l'unique pièce qui est dans le dossier. Et cette pièce date bien avant le retour de M. Succès Masra au Tchad. Cette pièce, si tant est qu'elle soit une pièce à conviction, ce document existe avant qu'il soit nommé Premier ministre. Ce document existe avant qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. Bon, donc, si tant est que M. Succès Masra était l'auteur ou bien l'auteur d'un acte criminel qui est susceptible de justifier des poursuites judiciaires, ces poursuites judiciaires auraient dû être entamées bien avant. Donc on peut dire que cet événement-là est une sorte d'instrumentalisation politique dans ce cas-là. Non, écoutez, ce n'est pas nous qui le disons. C'est un des représentants du gouvernement dans une émission, je ne me rappelle plus laquelle, qui a clairement dit qu'il s'agit d'un problème politique. Bon, donc comme il s'agit d'un problème politique, je pense qu'il faut sortir ce dossier du palais de justice et puis l'amener sur la place publique pour un débat politique. Je pense qu'il faut, j'ai entendu tout à l'heure le représentant d'Amnesty International parler des choses horribles qui se passent en Afrique et au Tchad particulièrement. Il y a un phénomène de banalisation de ce qu'on appelle des crimes contre l'humanité. C'est une banalisation en Afrique et au Tchad, puisque là on parle du Tchad, de banalisation des crimes qui sont des crimes contre l'humanité. Priver une personne injustement, de façon abusive, de sa liberté ne serait-ce que quelques minutes, l'exposer à des tortures ou bien à des pressions inhumaines, dégradantes, c'est un crime qui est prévu et puni par la Convention
de New York qui date de 1984, si je ne me trompe pas de date. Bon, donc il faudrait que les autorités, que ce soit tchadiennes ou bien d'un autre pays, apprennent enfin qu'ils sont susceptibles de poursuites internationales lorsque leur comportement est de nature à porter atteinte à leurs engagements internationaux, puisque là il s'agit d'un engagement international qui doit être observé. Vous savez, les dirigeants, ils ont toujours cette tendance facile de dire, écoutez, souveraineté, ne vous émissiez pas dans les affaires intérieures de notre pays. Bon, stop, parce que dès lors que vous vous engagez au niveau international, vous signez des engagements internationaux, c'est que vous abandonnez une partie de votre souveraineté pour vous exposer à des obligations internationales. Bon, donc, dès lors qu'on parle d'un crime international, je suis désolé, il n'y a pas à se renfermer sur, soi-disant, une souveraineté. La souveraineté d'un État ne donne jamais aux autorités de ce pays une carte blanche, un chèque à blanc, pour tuer des opposants. Il faut que ce soit clair. Bon, donc là, notre client, et nous le disons haut et fort, que les débats politiques tchadiens ne nous concernent pas. Ce n'est pas notre problème. Nous ne sommes pas là pour dire qu'un tel gouvernement gère bien, etc. Ce n'est pas notre problème. Nous avons comme mission, et il faut que ça soit vraiment retenu clairement, que nous sommes là pour défendre quelqu'un qui est injustement poursuivi et détenu arbitrairement en détention. Pour nous, il s'agit d'un crime international. Bon, et ça, ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est un représentant du gouvernement tchadien qui a dit clairement que les avocats étrangers n'ont pas à venir ici puisqu'il s'agit d'une affaire politique intérieure. Pour nous, il ne s'agit pas d'une affaire politique. Il s'agit d'une affaire judiciaire parce que le dossier est entre les mains d'un juge. Et s'il s'agit effectivement d'une affaire politique, ils n'ont qu'à sortir ce dossier du palais de justice et puis le placer dans un débat politique normal. Les débats politiques n'ont pas de place dans les prétoires judiciaires. Il s'agit d'une instrumentalisation dont est victime notre client. Et puis, il n'y a pas que notre client. Il y a aussi ses collaborateurs et ses militants qui sont pourchassés, qui sont torturés, qui sont menacés en permanence. Ça, nous ne pourrons pas accepter. Mais comment quand même expliquer dans un contexte assez post-électoral que les tensions sont de plus en plus croissantes ? Mais écoutez, c'est déjà en fait, disons, un contexte qui remonte très longtemps dans l'histoire de ce pays. Lorsqu'on se réfère notamment à la présidence de M. Hissène Habré, qui a quand même été l'auteur de graves exactions contre sa population et dont aujourd'hui les victimes sont toujours en attente, disons, de réparation. Mais pour revenir très rapidement sur le propos, disons, des conseils de M. Masra, il faut quand même rappeler que M. Yaya Dillo, opposant numéro 1 au régime de M. Mahamat Déby, a été assassiné à son quartier général et par la suite, en fait, disons, M. Masra, même à l'époque, qui était Premier ministre, avait demandé effectivement l'ouverture d'une enquête pour en fait, disons, élucider, en fait, disons, les circonstances de sa disparition brutale. Donc, nous sommes dans un contexte, disons, ultra-militarisé, nous sommes dans un contexte géopolitique également, disons, en fait, au rebondissement incessant. Et je pense effectivement que l'État tchadien doit effectivement s'arrimer au droit international, parce que c'est quoi être souverain? Être souverain, ce n'est pas effectivement, disons, faire en fait, disons, à sa guise en ce qui concerne, disons, le traitement de ces populations. Être souverain, c'est s'arrimer au droit international. C'est en fait cela. Donc la légitimité que l'on acquiert effectivement lorsque l'on est souverain, c'est lorsque effectivement on s'arrime, c'est lorsqu'on respecte effectivement le droit international. Et pour le moment, on sait bien que l'État tchadien a un système juridique moniste, et dès l'instant que effectivement un État accepte effectivement de reconnaître la suprématie, disons, des organisations internationales ou encore des lois internationales sur, disons, sur en fait les lois nationales, il doit effectivement voilà, promouvoir, respecter et défendre les droits humains. À l'heure actuelle, justement, vous avez saisi le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ainsi que la sous-commission droits de l'homme du Parlement européen. Où ça en est? Est-ce que vous pensez sincèrement que ça pourrait aboutir à quelque chose? Très clairement, c'est de nature à
aboutir à quelque chose, parce que ce sont 2 saisines qui ont été extrêmement argumentées, développées au regard du caractère arbitraire de la procédure dont fait l'objet aujourd'hui Sucé Masra et du caractère attentatoire à ses droits et libertés. Et pour rebondir sur ce qui était indiqué tout à l'heure sur la question de la souveraineté, moi ce qui me surprend au plus haut point avec le Tchad, c'est que finalement il y a une revendication de souveraineté pour en fait pouvoir échapper à ces outils internationaux qui sont des outils de protection des droits humains. Et on a le sentiment véritablement dans ce dossier que justement on cherche à avoir presque une justice qui serait une justice politique à huis clos et pouvoir échapper à tout regard international. Effectivement, dès lors que nous sommes intervenus dans le dossier, eh bien, le ministre de la Communication tchadien, pour défendre tout caractère politique, faisait un communiqué pour critiquer notre intervention dans le dossier. C'est-à-dire que pour dénoncer l'absence de caractère politique, lui-même confirmer le caractère politique par sa propre intervention. On voit le paradoxe tout à fait inouï que ça peut poser. Et c'est pour ça que je pense que devant des éléments qui sont aussi manifestes et dont on doit tirer les conséquences, je ne vois pas comment les instances internationales ne peuvent pas en tirer toutes les conséquences. Ça pourrait aboutir justement, est-ce qu'il y a eu des expériences similaires qui montrent cet exemple-là C'est-à-dire en soi, est-ce que ça pourrait aboutir à la saisie des hauts commissaires aux Nations Unies et aux droits de l'homme? Y a-t-il des similarités justement qui prouvent que ça pourrait aboutir? Sans vouloir faire en fait du comparatisme, mais dans un État qui se veut ou encore qui se décrit ou encore qui disons, se recroqueville en fait sur lui-même, on peut avoir le cas, disons, ivoirien, sans vouloir faire du comparatisme. On voit par exemple que la Côte d'Ivoire s'est retirée effectivement de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui avait effectivement émis un jugement, disons, favorable à la réintégration effectivement des opposants politiques sur la liste électorale. Malheureusement, la Côte d'Ivoire ne l'a pas accepté et s'est retirée. Donc voilà, donc on peut imaginer, on peut supputer que effectivement, dans un contexte de tension interne, dans un contexte effectivement, disons, d'autocratie ou encore, disons, de contestation effectivement des organisations internationales, un État peut effectivement être amené effectivement à ne pas s'arrimer à l'énoncé du droit des organisations internationales, même si pour l'instant ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous voulons vraiment que l'accalmie revienne au Tchad et que, et que la vie politique reprenne son cours tant dans la majorité que dans l'opposition. Mais si on arrive bientôt vers la fin de l'émission, vous l'avez parlé donc de cette souveraineté, de cette aussi ingérence, car dernièrement, le président de la commission parlementaire française des affaires étrangères, Bruno Fouche, est accusé par Aoua Othman, présidente donc de la commission de l'Assemblée nationale tchadienne, d'ingérence, car il a demandé pour des raisons humanitaires, je cite, l'autorisation de se rendre au Tchad afin de rencontrer Sucé Masra, qu'il justement qualifie d'ami. Est-ce que là, on peut comprendre cette qualification d'ingérence lorsque Bruno Fouche souhaite se rendre au Tchad pour voir son ami? Bon, je ne vois pas où est l'ingérence. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr que M. Fouche s'est prononcé sur le fond du dossier. Et je ne pense pas non plus que M. Fouche s'est prononcé sur les conditions de détention de M. Sucé Masra. Il se dit très inquiet. Oui, il est très inquiet. Dès lors qu'on a un ami ou bien un proche qui est détenu, quel que soit le pays, bon, lui, c'est une autorité. Bon, c'est pas la première fois qu'il va au Tchad et qu'il exprime le souhait de vouloir s'y rendre sur place pour voir comment et dans quelles conditions il peut rencontrer son ami et puis faire une médiation. Je pense qu'il faut dire les choses clairement. Nous aussi, c'est vrai qu'on est des avocats de M. Sucé Masra, mais si on trouve une opportunité d'enclencher une initiative qui serait de nature à porter atteinte à ce qui lui arrive, nous le ferons sans réserve. Bon, nous utilisons pour l'instant des armes juridiques, nous avons à notre disposition d'autres armes également diplomatiques. Nous allons utiliser tous les moyens légaux à notre disposition pour libérer notre client. Et si M. Sucé Masra a des amis qui veut lui apporter le soutien, écoutez, où est le mal? Vous savez, l'argument selon lequel il ne faut pas vous initier dans nos affaires intérieures, souveraineté, ça c'est l'argument des faibles. C'est l'argument même, bon, je vais même dire les choses, des régimes arbitraires, répressifs. Puisque si vous n'avez peur de rien,
je ne vois pas en quoi la visite d'un ami ou bien la visite des avocats seulement, vous ferait peur. Et tout. Ben, ce sont les régimes qui ont fait de la détention arbitraire et puis de la répression, la terreur, leur mode de gouvernance, qui ont peur des avocats, qui ont peur aussi d'être regardés, d'être observés, d'être critiqués. Si vous n'avez rien à vous reprocher, je ne vois pas en quoi la visite d'un avocat qui veut aller tout simplement défendre les intérêts de ses clients vous ferait peur. Je ne vois pas en quoi la visite d'un ami, fût-il président de la commission des affaires étrangères, vous ferait peur. Bon, donc, je pense que cet argument, il est utilisé opportunément aujourd'hui puisque ça les dérange, mais on sait aussi qu'ils se servent des mêmes canaux pour parvenir à leurs fins politiques aussi. Bon, donc je pense qu'il faut dire les choses clairement. Donc je pense que ce débat sur la détention de notre client pourrait prendre fin si les autorités tchadiennes comprennent qu'il est temps de mettre fin à ce genre de pratiques puisque ce temps est révolu. Pour l'instant, mon confrère l'a dit tout à l'heure, que la commission des droits de l'homme auprès de Genève et d'autres institutions ont été saisies. Il y a eu des signalements. Mais s'agissant du Tchad, je pense qu'il faut rappeler l'histoire récente de ce grand pays qui a un ancien président tchadien qui non seulement avait fait l'objet de poursuites, mais a été jugé au Sénégal. Vous voyez, parce qu'il était jugé pour des crimes internationaux. Bon, donc il y a un précédent récent s'agissant du Tchad. Bon, donc c'est pour dire que nous, je pense qu'il est temps de mettre fin à ce qui se passe en ce moment. Si les autorités persistent à maintenir notre client abusivement en détention, nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour y mettre fin. Dernier tour de table, après tout ce que nous avons donc évoqué ce soir, sur quoi justement fondez-vous votre optimisme quant à une évolution de la situation judiciaire de Succès Masra? Écoutez, Amnesty International est un mouvement indépendant et impartial. Ça veut dire que nous n'avons pas vocation à commenter les affaires internes des États. Nous sommes là en tant que vigie des droits humains. Nous allons par le biais, bien sûr, de nos chercheurs sur le terrain, nous recoupons des informations en lien avec, bien sûr, les violations des droits humains pour, effectivement, rappeler les États à leurs obligations internationales et aussi soumettre, lors, bien sûr, disons, de l'examen périodique universel, l'état des droits humains dans le pays. Et Amnesty interpelle à ce moment-là, notamment, les États en ce qui concerne, effectivement, ces violations-là. Donc, en ce qui concerne l'examen périodique universel qui a eu lieu en ce qui concerne le Tchad en 2024. Nous avons effectivement transmis nos préoccupations aux organisations internationales qui se sont fait, bien sûr, le plaisir de rappeler l'État tchadien à ses responsabilités. Et vous, Tandis, Maître Brancard, quel est votre optimisme face à la situation? Moi, il y a un optimisme qui a une double dimension. La première, c'est que déjà, j'observe l'élan formidable de solidarité qui est en train de se nouer autour du Succès Masra, non seulement du point de vue de la société civile, mais aussi du point de vue des avocats, parce qu'on forme un collectif extrêmement uni, extrêmement fort face à la procédure arbitraire dont il fait l'objet. Et surtout, en fait, depuis le début de cette procédure, nous jouons carte sur table. Nous sommes dans la plus grande transparence. Nous débattons des éléments qui sont soumis aujourd'hui pour justifier de façon abusive l'existence de cette procédure. Nous avons dit dès le départ qu'elle était fondée sur un unique élément, à savoir un enregistrement datant de 2 ans qui était totalement décontextualisé. On n'a jamais été infirmé, jamais contredit dans notre propos et donc on peut encore attendre un sursaut de la part du juge d'instruction qui réalise effectivement qu'il n'y a pas encore une fois de responsabilité du Succès Masra. Ça c'est la première dimension. Et puis la deuxième dimension, c'est que si ce sursaut de la part du magistrat instructeur n'intervient pas, eh bien il faudra une réaction de la part de la communauté internationale, de la part des instances internationales, qui ne peuvent pas rester dans le silence et qui ne peuvent pas rester dans le déni face à la situation à laquelle est exposé notre client. Dernier mot de la fin, Maître Larifou. Oui, moi je reste optimiste. Si quelqu'un devait avoir peur, c'est plutôt ceux qui sont dans le déni de droits élémentaires, puisque le temps de l'impunité des crimes internationaux est révolu. Donc je pense que je suis même tenté de dire que notre client est en très bonne position. Et ce sont ceux qui le maintiennent abusivement en détention qui doivent avoir peur de la réaction du droit international.
Merci beaucoup, Maître Saïd Larifou. Merci Vincent Brancard, Maître Vincent Brancard. Et également merci Basten Moubambar, donc responsable de l'Afrique centrale et du Nigeria d'Amnesty International. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de l'entretien du jour. On se retrouve très prochainement sur Global Africa Télé.